Bonjour et bonsoir. Donc, bienvenue pour le webinaire du 29 avril 2021. Donc, j'espère que vous allez bien et que le soleil finalement commence à pointer puis que la chaleur se manifeste dans votre cœur puisque l'été approche à grands pas. Donc, j'avais envie peut-être pour commencer lors des webinaires, finalement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'il y a toujours une question-réponse qui est donnée que je me permets d'avoir avec les gens. Donc, les gens peuvent me poser des questions sur divers sujets qui touchent tant leur vie personnelle que la pratique de la pleine conscience intuitive ou autre chose. Hein. C'est ouvert vraiment, c'est un espace de discussion et d'échange. Et puis, ce que j'avais envie, dans un premier temps, peut-être d'aborder, c'est que j'ai fait une lecture. Je n'ai pas avec moi le livre, mais c'est la grande réinitialisation de Schwab. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un monsieur qui comme je me suis pas préparé avec ce livre-là, puis je ne l'ai pas devant moi, j'ai de la misère à pouvoir vous dire, mais c'est une personne finalement qui est dans un poste de responsabilité dans une association mondiale touchant l'économie. Et beaucoup de gens qui touchent la notion de conspiration, les conspirationnistes ont beaucoup pointé du doigt cet homme-là en disant qu'il avait donc finalement un plus grand projet mondial, et ce grand projet mondial avait pour objectif donc de finalement amener le contrôle sur l'humanité, etc. Et puis moi, j'étais curieux parce que je me suis dit, bon, ce mec-là a écrit un livre qui est justement un livre qui explique de quelle façon que l'on peut finalement amener donc, qu'on peut profiter finalement de la crise du COVID pour amener une transformation mondiale, pour faire une grande réinitialisation, c'est-à-dire un grand changement dans le monde. Et dans ce livre-là, j'ai pris le temps de le lire parce que finalement, j'étais curieux de voir qu'est-ce qu'il disait, parce que j'avais entendu parler de oui-dire, hein, ce qui était dit dans ce livre-là. Et j'avais envie donc d'avoir un regard plus juste, je dirais, par rapport à ça. Et globalement, en fin de compte, ce mec-là, quelque part, a des belles intentions, pourrait-on dire ça comme ça, puisqu'il a envie, lui, il voit quelque part l'occasion, grâce à cette situation de crise mondiale du COVID, de favoriser donc un changement quelque part permettant aux êtres humains de se rapprocher de la nature, de développer donc une conscience écologique plus importante, de permettre une décroissance économique, donc de cesser de favoriser la croissance économique à tout prix, mais d'envisager que grâce à cette nouvelle vision, hein, cette réinitialisation humaine, qu'on puisse envisager qu'il puisse être possible et peut-être même favorable de vivre dans un état de décroissance permettant donc une meilleure gestion écologique. Alors ça, c'est le point positif hein, de sa vision. Il amène donc plusieurs argumentations pour amener ça et qui sont quand même très intéressantes. Il propose donc, il met tout en évidence l'idée que l'économie mondiale, ben, quelque part, va donc devoir se transformer parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver donc dans une situation plus difficile. Donc, il y a tous les médias sociaux, toute la connexion Internet, tout le travail qu'on fait présentement ensemble, de pouvoir justement utiliser ces médias-là, vont devenir selon lui, de plus en plus importants, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment une des orientations qu'il présente dans le livre. Mais l'autre orientation qu'il présente, qui mérite à quelque part de questionner cela, c'est qu'il amène l'idée que parce qu'il y a la crise du COVID, parce que justement, on a une crise mondiale, cette crise mondiale pourrait se reproduire, parce que selon lui, ce vaccin-là, ce virus-là pourrait donc être répétitif, pourrait revenir, pourrait se muter, pourrait éventuellement revenir une fois par année ou je ne sais quoi. Mais il faut maintenant envisager une autre vision du monde dans laquelle, évidemment, il va falloir contrôler la population pour éviter que l'être humain se propage un virus potentiel. Et c'est là, évidemment, qu'il va parler donc, de ce qu'on peut appeler le passeport sanitaire, entre autres, hein, quelque chose comme ça, dans lequel on utilise un téléphone pour pouvoir justement déterminer si on a le vaccin, si on est vacciné, etc. Alors, dans ce livre-là, il y a beaucoup de questions quand même. Une bonne partie du livre parle de ce phénomène-là. Il est très habile, ce mec-là, parce qu'il est toujours en train de proposer, de présenter les choses avec des points de vue, vraiment à tous les points de vue. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'un concept de passeport sanitaire, entre autres, hein, ça peut favoriser le contrôle de l'individu. Et évidemment, il amène l'idée qu'il va falloir maintenant avoir une forme d'éthique, etc., etc. Donc, il y a toute une réflexion qui est présentée dans ce livre-là, où il met l'emphase beaucoup sur la seule solution possible concernant le COVID, c'est le vaccin. Et toute cette notion, évidemment, qu'il va falloir maintenant, parce que justement le vaccin va devoir être, on peut comprendre, va être quelque chose qui va être comme quelque chose
qui va se répéter, c'est-à-dire que comme il y a d'autres virus possibles, bien, il va falloir effectivement avoir donc d'autres vaccins. Donc, il va falloir finalement avoir cette espèce de passeport dans lequel, pour voyager, il va falloir toujours être vacciné et selon les différents virus qui pourraient se manifester, bien évidemment, être constamment dans cette démarche-là d'actualiser cette situation-là. Donc, c'est un peu la réflexion qui m'a, moi, beaucoup interpellé parce qu'évidemment, je me dis qu'il y a d'autres solutions, certainement, que de passer par cette forme de passeport sanitaire-là. Et c'est ça qui amène donc une réflexion par rapport à cette idée-là, c'est que les conspirationnistes, qu'est-ce qu'ils vont dire souvent, c'est que c'est décidé depuis très longtemps. Et quand on lit ce livre-là, qui est un livre qui a été écrit au début de la crise, on peut effectivement se poser la question, à savoir si effectivement ce qu'il est en train de nous décrire là, quelque part, c'est simplement le déroulement qui a été planifié par rapport à la situation actuelle. Et dans le livre, quand on lit le livre, bien, quelque part, on arrive à comprendre qu'effectivement, ce qui et la proposition, finalement, qui est dans le livre, bien, quelque part, on la voit s'appliquer actuellement dans le monde. Alors, c'était simplement ça la réflexion que j'avais envie de faire. Je n'avais pas envie de me lancer dans des trucs plus qui vont amener donc des éléments de peur ou de crainte par rapport à ça, parce que je trouve qu'il y en a énormément actuellement dans le monde. Souvent, moi, je suis au Québec, et seulement au Québec, je trouve qu'il y a énormément de démarches qui sont faites autour du vaccin. On a vraiment un discours qui est toujours dans le même sens. Il n'y a jamais de discussion, de conversation, de réflexion sur d'autres voies possibles. Donc, c'est quelque chose qui, moi, m'interpelle parce que je me dis, bon, ben, il est normal d'avoir deux points de vue. Il est normal d'avoir des points de vue, il doit discuter. Et au Québec, on ne retrouve pas ça. Je sais qu'en France, il y a énormément de discussions, mais je constate quand même aussi qu'on ne parvient pas à grand-chose. Il n'y a pas de résultats qui viennent de ça. Donc, parler pour parler, ce n'est pas utile non plus. Mais en même temps, bon, on comprend que ce que M. Schwab raconte dans son livre, c'est vraiment de mettre en évidence que la grande réinitialisation va permettre justement une transformation de la vision mondiale du monde où les êtres humains vont devenir plus, entre guillemets, responsables des ressources écologiques, de leur propre vision, de leur gestion aussi de la matière, parce qu'ils vont devenir plus conscients que c'est peut-être pas essentiel d'être tout le temps dans une forme de consommation et qu'évidemment, à travers cette démarche-là, bien, il y a cette espèce de contrôle social qui va être plus important puisqu'on va savoir chaque être humain où est-ce qu'il se situe puis où est-ce qu'il se localise sur la Terre, en tenant compte évidemment de cette idée du passeport sanitaire qui ferait bon, que nous, on pourrait être abusé de ça. Donc, c'est ça un peu tout le constat que je fais de ça. Évidemment, moi, je ne suis pas tellement à l'aise avec ce constat-là, mais en même temps, quand on regarde actuellement les circonstances de la vie, les situations politiques qui sont prises, on semble aller dans cette direction-là. Et évidemment, il y a des manifestations, des réunions qui sont faites dans le monde pour amener, contester un peu ce regard-là. Mais en même temps, on va comprendre évidemment que cette crise de peur, en quelque part, qu'on reconnaît, qu'on voit régulièrement chaque jour, dans les médias, a eu son effet et que beaucoup de monde qui, effectivement, sont dans la peur. Alors, c'est certain que la pleine conscience intuitive, qu'est-ce qu'elle propose de faire dans une situation comme celle-là? C'est, évidemment, il y a deux aspects. Hein. Il y a l'aspect incarné. Je suis incarné, donc si je ne suis pas en accord avec quelque chose, mais je suis un être incarné, donc je dois incarner cette volonté de changement. Donc, je peux participer donc à des réunions, à des manifestations, je peux donc effectivement exprimer mon point de vue, je peux chercher justement à trouver d'autres solutions si je n'accepte pas ce que la société me propose, mais de quelle façon que moi, je peux développer une vie parallèle par rapport à ça. Ce sont toutes des solutions qui sont liées donc à l'incarnation terrestre. Et quand on regarde d'un point de vue plus intuitif, bien évidemment, ne pas vibrer avec la peur est déjà une solution. Je vous rappelle qu'il y a des recherches sur la cohérence cardiaque qui ont mis en évidence que lorsqu'une personne se met dans un état de cohérence cardiaque, elle va créer un impact, non pas en elle, mais aussi dans la planète Terre. Il y a un échange qui va se faire entre l'être humain qui est en état de cohérence cardiaque et la planète Terre, comme si la planète Terre changeait ses conditions géomagnétiques et que, effectivement, ces conditions géomagnétiques-là pouvaient influencer d'autres êtres humains. Et l'être humain que je suis, qui est dans un état de cohérence cardiaque, influence l'être humain qui est à côté, et ainsi de suite. Donc, c'est cette idée-là, justement, que d'autres grands spirituels avaient amené, c'est-à-dire que chaque être humain qui se transforme peut amener la transformation dans le monde.
Donc, la pleine conscience intuitive, de quelle façon qu'elle peut être utilisée, c'est d'apprendre justement à apprendre à faire face à nos peurs, non pas d'un point de vue rationnel, mais en se mettant en relation avec l'énergie psychique représentant la peur, qui peut être associée donc à des situations comme celles que nous sommes en train de vivre tous et chacun. Alors évidemment, comme je disais tantôt, on peut toujours résister, mais encore là, il faut résister d'une façon positive et constructive, intelligente, non pas résister pour finalement, par exemple, je pense à des gens qui vont beaucoup chialer, qui vont beaucoup gueuler. Je pense à quelqu'un, entre autres, qui m'avait manifesté beaucoup de colère concernant ce qui se passait dans la situation actuelle. Et la première chose que j'ai su, c'était qu'il s'était fait vacciner. Donc, pour moi, il y avait quelque chose comme, je comprends qu'il puisse avoir voulu se vacciner, mais il y avait comme une incohérence entre son discours, qui est un discours dans lequel il était vraiment impliqué dans la volonté de ne pas embarqué dans ce monde-là, que le monde qui lui était proposé, puis du jour au lendemain, il s'est vacciné, donc parce qu'il avait peur, tout simplement. Je comprends très bien ça et je trouve ça tout à fait correct, hein, il n'y a pas de problème avec ça, mais en même temps, bon, je pense qu'il faut trouver quelque part un espace juste pour arriver à trouver, ne pas perdre de l'énergie inutilement dans des situations comme celle-là. Et souvent, c'est ça qui se passe, hein, on peut perdre beaucoup d'énergie à voir plein de choses, surtout avec les médias sociaux. Il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas vérifiables ou qui sont données par n'importe qui ou je ne sais qui, et qui font que des fois, on peut prendre des voies ou des chemins ou des compréhensions qui ne sont pas tout à fait vraies non plus. Donc, je pense que ça peut être intéressant d'appréhender ces peurs-là qui sont en nous à travers la pleine conscience intuitive pour se retrouver dans une position de verticalité qui est toujours la position la plus heureuse, la plus sage, je dirais, face à une situation comme celle-là. Donc, si vous avez des questions, des interrogations, ben, ça serait le moment de me les poser, que ce soit sur le sujet que je viens de vous présenter sommairement, ou encore d'autres sujets que vous aimeriez aborder avec moi. N'hésitez pas. Alors, il y a quelqu'un qui me parlait, entre autres, j'ai une question qui m'avait été posée sur de quelle façon on peut s'accompagner avec la pleine conscience intuitive. C'est une question qui peut paraître banale, mais c'est quand même une question qui est intéressante quand on pense à la santé, par exemple. Alors, la santé, évidemment, quand on va voir un guérisseur, on a toujours l'espoir qu'un guérisseur va nous soigner, va nous guérir, entre guillemets. C'est typiquement ça. Moi, je me rappelle quand j'ai été formé par un guérisseur, je ne voulais pas me nommer guérisseur, moi. Pourquoi? Parce que je savais que le mot guérisseur implique que je sois celui qui va guérir la personne qui est devant moi. Et moi, je n'étais pas à l'aise avec ça parce que je me disais, je n'ai pas envie de porter ce rôle-là, qui est un rôle de responsabilité important. Les gens viennent avec des espoirs importants. Alors, j'avais plus envie de proposer un chemin d'accompagnement. L'accompagnement, c'est de prendre la main de quelqu'un et lui dire, regarde, je vais t'accompagner dans un cheminement qui va t'amener vers la guérison. Et ce cheminement-là qui va t'amener vers la guérison, mais c'est un cheminement qui va te permettre, toi, de pouvoir grandir, de pouvoir évoluer, de pouvoir progresser. De quelle façon? Ben justement en reconnaissant que si tu veux favoriser un état de santé en toi, mais tu dois apprendre à reconnaître que cet état de santé-là est renouvelable à chaque jour. C'est-à-dire qu'à chaque jour, tu peux porter attention vers ton monde intérieur, vers ton corps, pour apprendre justement à lui donner les meilleures conditions possibles pour favoriser donc un plus grand équilibre à l'intérieur de toi. Et c'est comme ça que, justement, je pense que l'accompagnement, ben, ça veut donc dire que qu'on soit malade ou qu'on ne soit pas malade, parce qu'il faut savoir aussi que la prévention est un élément important. Et, souvent, on attend d'être malade pour aller voir un guérisseur, même qu'on attend d'être peut-être dans une phase quasiment terminale pour aller voir un guérisseur, malheureusement, parce qu'on a été voir le médecin, on a fait plein de démarches, et les guérisseurs s'avèrent un peu la dernière solution. Et moi, je pense qu'on doit vraiment changer notre façon de voir les choses. La physique quantique a bien mis en évidence cette notion-là que le corps est en transformation de façon constante et perpétuelle, qui veut donc dire que moi, en tant qu'être humain, si je veux me soigner, ben, je dois porter attention vers moi pour commencer justement à m'accompagner dans une démarche de guérison. Ça veut donc dire qu'à chaque jour, si je prends le temps de m'enraciner, par exemple, ben à chaque jour, je peux donc mesurer mon degré de conductivité dans mon corps et ce degré de conductivité dans mon corps me permet, moi, ensuite, de pouvoir constater que s'il y a des zones où c'est moins favorable, la circulation passe moins bien, ben, je vais pouvoir porter mon attention ensuite dans l'état de pleine conscience intuitive pour justement travailler sur cette région-là pour favoriser donc un mieux-être. Alors, je pense que ça peut être une façon
intéressante de bien cerner justement que dans ce sens-là, si on s'accompagne chaque jour dans une démarche de guérison, ben quelque part, on va donc favoriser, optimiser notre santé. Et si on constate qu'il n'y a pas d'amélioration dans le travail que l'on effectue, ça serait le moment, évidemment, bien sûr, d'aller consulter pour se faire accompagner, pour aller plus loin dans notre démarche de soins. Alors ça, je pense que c'est quelque chose d'important. L'accompagnement peut se faire au niveau psycho-émotionnel aussi. Bien sûr que l'accompagnement psycho-émotionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, comment je peux m'accompagner dans un contexte psycho-émotionnel? C'est de reconnaître qu'à chaque jour, et peut-être une fois par semaine, je reconnais que j'ai un état particulier qui est en moi. Cet état-là, je peux le figer. Je peux dire, ben moi, Sylvain, je suis par exemple colérique, ou je peux constater que moi, Sylvain, je suis quelquefois colérique. Alors, quelquefois colérique est une nuance importante parce qu'elle me permet de reconnaître que je suis dans un état de conscience par moment colérique. Je ne suis pas colérique moi-même, je ne suis pas la colère moi. Je vis des états de conscience colériques qui sont reliés à des états émotionnels qui vont être favorisés par un manque de gestion de mes émotions, un manque de respect que les autres vont m'apporter, etc. Et je pense que ça, c'est un autre élément qui est important de comprendre, c'est que l'accompagnement veut donc dire que je peux travailler sur ces états de conscience-là, comme des états de conscience qui sont distincts de moi, et je peux apprendre d'eux pourquoi ils sont là, qu'est-ce que je peux faire pour les aider, qu'est-ce que je peux faire pour les soigner, et de cette façon-là, favoriser un plus grand bien-être dans ma vie. Alors, tout ça, finalement, va contribuer à quoi? Ça va contribuer à avoir une meilleure gestion de mes énergies vitales, un meilleur potentiel santé et un meilleur équilibre de mes émotions et de mes pensées. Donc, dans ce sens-là, c'est comme ça qu'on peut accompagner, en fin de compte, dans notre pratique. La question de Robert, la différence que je vois entre la méditation bouddhiste et la méditation chamanique, c'est que cette dernière favorise le voyage imaginaire et de l'autre de faire le vide. La méditation chamanique me semble plus propice que pour ceux qui veulent se guérir. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense à une personne, entre autres, qui avait suivi une formation, pas une formation, un week-end d'introduction avec moi et qui m'avait dit après le week-end, parce que son objectif à cette personne-là, c'est qu'elle était dans le yoga et elle méditait depuis plusieurs années, depuis une dizaine d'années, dans l'objectif de devenir clairvoyant. Et comme elle avait, et ça, il faut savoir que dans la tradition spirituelle, dans la tradition yogique, il y a un regard sur la clairvoyance, sur les attitudes intuitives qui est assez mal perçu parce qu'il l'associe à une forme de pouvoir de l'ego. C'est-à-dire que l'ego est renforcé par ces habiletés intuitives-là. Ce sont donc des illusions d'un point de vue spirituel. Ce sont des pièges de l'ego et on va chercher à ne pas trop les valoriser. On ne va pas chercher donc à les développer d'une façon trop importante parce qu'on va les attribuer à l'idée que l'ego s'est développé trop fortement. Et puis moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est que toute cette démarche de l'ego, en quelque part, est une démarche que moi, je ne suis pas contre l'ego. Et je suis finalement pour la capacité. Il y a deux aspects dans la question que tu poses, Robert. La première, c'est que si moi, j'apprends à poser un regard de témoin sur moi, je suis en train de faire une démarche spirituelle. Cette démarche spirituelle va me permettre de comprendre que j'ai une certaine circulation énergétique dans mon corps qui est particulière, qui est la mienne, que je vais apprendre donc à observer, à déprogrammer et à soigner. Si je regarde ma dimension psycho-émotionnelle, je vais constater qu'il y a des mémoires qui sont en moi, des personnages qui sont manifestés en moi, et à travers ça, je vais faire un travail pour mieux comprendre leurs besoins, leurs demandes, et je vais apprendre donc finalement à déprogrammer, à soigner de la même façon. Donc à travers cette démarche-là, je suis en train d'actualiser un potentiel évolutif en moi. Et ce potentiel évolutif, finalement, me permet donc de développer une conscience, un état de pleine conscience intuitive pour parvenir justement à favoriser un mieux-être en tant qu'être humain. Et c'est là que la méditation chamanique, qui est différente de la pleine conscience intuitive, parce que le chamanisme a des pratiques qui peuvent s'apparenter à la pleine conscience intuitive, mais il y a des distinctions importantes à faire, non pas parce que je ne reconnais pas le chamanisme. Moi, je vous réfère à un livre que j'ai beaucoup aimé sur le qui parlait du chamanisme, qui s'appelle Histoire et découverte de l'inconscient, de Hélène Berger, qui donne dans ce livre-là une énorme partie à son livre dans lequel il parle du chamanisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lui fait plein de sa tentative dans ce livre-là, qui était très controversée quand il l'écrit, c'est qu'il a tenté de démontrer que le chamanisme était l'origine de la psychothérapie moderne. Alors, même Freud aurait été inspiré par le chamanisme. Donc, évidemment, beaucoup de gens ont contesté ça parce qu'ils semblaient dire, ben non, l'inconscient, la définition de l'inconscient, la psychologie moderne repose sur le rationnel humain, l'observation de l'être humain, et il n'y a pas donc de lien avec le chamanisme. Mais dans ce livre-là, c'est quand même très, très intéressant de voir
toute la culture chamanique, il a bien pris le temps de la répertorier pour mettre en évidence toutes les thérapies de psychologie moderne vont se retrouver beaucoup dans le chamanisme. Donc, le chamanisme, il faut savoir que tous les pays du monde ont une tradition chamanique. Donc, et qu'est-ce qui est resté du chamanisme? C'est finalement peu de choses. Quand on parle donc de la perte de l'âme, qu'on parle du rêve éveillé, bon, on parle, il y a des pratiques en quelque part qui sont restées très, très classiques et très caricaturales, j'irais jusqu'à dire, du chamanisme. Mais le chamanisme, c'est beaucoup plus vaste que ça, puisque tous les pays du monde ont leur propre culture chamanique. Donc, quand on parle de méditation chamanique, déjà en soi, c'est pas un terme qu'on utilise en chamanisme que la méditation, parce que la méditation, c'est effectivement une tentative de faire le vide, de faire le calme mental, qui va permettre justement donc de se préparer à vivre un état de grâce. L'état de grâce, bien évidemment, ça fait mettre en évidence cette notion de réalisation de l'être. La réalisation de l'être spirituel, c'est celui qui se libère de toute l'expérience de la vie humaine pour atteindre un niveau d'illumination. Alors, l'idée de la méditation, en quelque part, a cet objectif-là d'arriver à cette forme d'éveil. Qu'est-ce que c'est que cette forme d'éveil? C'est ma capacité à moi de ne plus être attaché à la matière, attaché à mon corps, à mon énergie, à mes pensées, à mes émotions, à quoi que ce soit, à mon ego. C'est comme un grand détachement. Donc, tout ce processus-là de méditation, c'est d'apprendre à développer une position qui devient une position de fermeté, pourrait-on dire, pour garder cet espace de vide et pour arriver donc effectivement à se connecter avec cette dimension spirituelle et de faire en sorte qu'elle devienne de plus en plus importante. C'est comme cultiver un état de conscience spirituelle qui va favoriser en quelque sorte une expérience donc d'illumination d'un point de vue ultime. C'est le but ultime de ça, tant dans le bouddhisme que dans la tradition yogique aussi, qui va aussi avoir une méditation, on va mettre beaucoup d'emphase sur la méditation. Et ce qui est intéressant de comprendre dans la méditation yogique particulièrement, c'est qu'ils vont mettre beaucoup en évidence des respirations et des techniques respiratoires qui nous préparent à la méditation. Et avant la respiration, il y a souvent le yoga corporel, c'est-à-dire les exercices corporels qu'on retrouve dans le yoga, qui, eux, vont libérer notre corps des tensions. Donc, quand on médite, on ne veut pas être tendu, on veut être bien notre corps. Donc, il y a le yoga corporel qui va nous donner l'opportunité de développer une flexibilité qui va faire qu'on va se sentir bien, qui va dénouer de tensions, etc. Ensuite, la respiration qui va nous permettre de contenir notre énergie par des techniques respiratoires. Et ensuite, la méditation qui va permettre justement à ce que cette accumulation de prana qu'on a effectuée par la respiration puisse faire son travail pour favoriser donc une forme d'éveil. Alors, vous voyez, c'est ça un peu qui va être recherché dans la méditation. Alors que dans la pleine conscience intuitive, on peut évidemment se rapprocher d'exercices de méditation. Bien sûr que la pratique d'enracinement en est une et la méditation peut vraiment exister dans la pratique intuitive. Sauf que quand on veut devenir clairvoyant, clairaudient, clairsentient, médium, faire du channeling, ou qu'on veut faire pratiquer la pleine conscience intuitive, on doit reconnaître qu'il y a un jeu dans ce monde intérieur qui est en nous. Et ce jeu-là, c'est le jeu où notre imaginaire devient un véhicule mais permettant de voyager en moi ou de voyager vers une autre personne. Et c'est là, quelque part, qu'on ouvre la porte à tout le modèle de physique quantique actuel, qui nous donne l'opportunité d'expliquer beaucoup plus facilement tous ces phénomènes-là, qui étaient souvent perçus ésotériques et incompris dans le passé. Donc, la physique quantique, elle permet de comprendre que dans la réalité des modèles physiques quantiques actuels, on commence vraiment à pouvoir expliquer ces phénomènes-là d'une façon scientifique même. Donc, c'est là que ça devient fort intéressant, cet aspect-là. Donc, pour se guérir, bien sûr que la méditation bouddhiste ou la méditation autre peut être un outil pour arriver à le faire, mais c'est beaucoup plus efficace, bien sûr, de reconnaître que ma conscience peut voyager avec le support imaginaire pour travailler sur des zones de mon corps où il y a des perturbations et de développer des techniques pour favoriser donc la déprogramation, le soin, qui va permettre donc de libérer les croyances limitatives, de permettre à l'énergie biolumineuse de pouvoir se répartir dans mon corps pour retrouver la santé. La pleine conscience utile me semble proche du chamanisme par son intervention guérisseuse par l'imaginaire. Tout à fait. Sauf que le chamanisme ne parle pas tant que ça de l'imaginaire. Moi, ça a été mon cheval de bataille à travers toutes les années. J'avais appelé ça l'écoute imaginaire au départ. Donc, l'idée de l'imaginaire est pour moi un élément important qui est mal compris souvent parce que l'imaginaire, aujourd'hui, si on regarde la psychologie moderne, on va entendre parler de l'imaginaire pour faire de l'art-thérapie, pour faire des techniques comme le focusing, pour faire
pour faire de la psychoneuroimmunologie. Maintenant, on reconnaît de plus en plus que l'imaginaire l'hypnose aussi d'ailleurs, hein, est un outil qui nous permet de voyager autour de soi sans trop de problèmes pour faire un travail d'exploration, de connaissance de soi-même et de guérison. Et ça, c'est vraiment de plus en plus reconnu au niveau personnel. Par contre, lorsqu'il s'agit de faire un travail sur une autre personne, et là, c'est là on parle donc de l'intervention plus thérapeutique ou de voyant ou de médium, de spiritualité, bien évidemment, là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus controversé. L'imaginaire est très mal reconnu dans ce niveau-là parce que ça veut donc dire que c'est accessible à tous. Et la majorité des intuitifs, puis ça, c'est malheureux, hein, moi, ça m'a toujours fait de la peine de constater ça, c'est que la majorité des gens qui font un travail intuitif vont beaucoup plus utiliser des termes ésotériques et inaccessibles. Par exemple, ouvrir son troisième œil, qui est une appellation qui est intéressante. Hein, ça fait référence à la glande pinéale. Ça fait référence à l'idée que la glande pinéale, lorsqu'elle est éveillée, ben, on puisse devenir clairvoyant, perceptif, etc. Mais ça ne faut oublier l'essentiel. Parce que moi, je dis, OK, c'est bien, je sais que la glande pinéale va m'aider à devenir clairvoyant, mais comment je vais faire pour éveiller ma glande pinéale? C'est là que la méditation classique, telle que la méditation bouddhiste et plus particulièrement la méditation du yoga, va être utilisée. Parce que là, on va avoir l'impression qu'en développant cette méditation-là, on va être capable de développer des habiletés intuitives, telles que la clairvoyance, parce qu'on va arriver à stimuler la glande pinéale. Et là, on oublie à quelque part quelque chose de fondamental. C'est qu'on oublie qu'il y a une méthode pour arriver à développer notre intuition. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fortement négligé jusqu'à maintenant. Puis moi, mon cheval de bataille, ça a été beaucoup ça, c'est de dire, ben oui, il y a une méthode pour arriver à développer son intuition, et tant pour travailler sur soi-même que pour un partenaire. Puis cette méthode-là, finalement, elle repose sur les bases que j'enseigne, mais ces bases-là ne proviennent pas de moi uniquement, elles proviennent d'un savoir qui m'a été remis par des guérisseurs, par des chamans et par une tradition chamanique qui est derrière moi. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai essayé d'en faire? C'est d'en faire quelque chose de plus accessible parce que justement, moi, je nomme un véhicule que très peu de gens ont nommé dans le passé par rapport pour favoriser le développement de l'intuition, qui est l'imaginaire. Je n'ai pas peur de le nommer. Et ce mot-là, imaginaire, est un mot qui passe très mal. Pourquoi? Mais parce que il y a plusieurs raisons à ça. L'imaginaire fait référence à la folie. Hein? Si on imagine trop, on devient fou. On sait quelque part que si on utilise l'imaginaire, ça nous met en contact donc avec la folie, ça nous met en contact avec quelque chose qu'on invente, qu'on crée, qu'on invente toutes sortes d'histoires. Quand on est un enfant, on peut avoir des perceptions dans lesquelles on va dire à nos parents, j'ai l'impression qu'il y a un fantôme dans ma chambre, etc. Et les parents ne vont pas prendre ça au sérieux souvent. Donc, on va apprendre finalement tout doucement à faire comprendre à notre enfant que l'imaginaire, il ne faut pas y faire confiance. C'est pas quelque chose de bien. Et quand on regarde socialement parlant, actuellement avec la situation de crise qu'on vit avec le COVID aussi, par exemple, avec toute la peur qui est associée à ça, bien initialement, ça nous décentralise en tant qu'être humain. On n'arrive plus à trouver notre monde intérieur parce qu'on n'arrive plus à avoir confiance à ce qui se passe à l'intérieur de soi, parce que l'extérieur, c'est-à-dire les médias, etc., nous amènent tellement de l'information avec une certaine programmation, une certaine intention, qu'à quelque part, nous-mêmes, on n'arrive pas à être à l'écoute de notre véhicule intérieur, de notre conscience intérieure, qui est le véhicule imaginaire. Parce que l'imaginaire, qu'est-ce que c'est? C'est ma capacité à reconnaître que mon cerveau n'est pas là, n'est pas dans mon cœur, n'est pas dans mon ventre. Il est délocalisé dans mon champ d'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, je peux voyager dans ce champ d'énergie et finalement constater que mon cerveau, finalement, il est partout dans mon corps. Et il est partout dans mon corps parce que si je vais dans mon gros orteil, je vais parler avec mon gros orteil, je vais constater que mon gros orteil a une conscience et qu'il a des choses à me dire, tout comme mon petit orteil. OK? Donc, pour faire comprendre finalement que quand on commence à expérimenter donc, cette idée de l'imaginaire, on comprend quelque part que toutes les habiletés intuitives reposent sur ce jeu de l'imaginaire. Et c'est là que ça nous amène à la physique quantique qui dit qu'on peut donc, qu'il n'y a rien de vrai dans la réalité. Hein, c'est ça que ça dit un peu. Et c'est intéressant cette notion de dire que rien n'est vrai parce que quand on prend conscience de comment on peut développer l'intuition, on prend conscience que le développement de l'intuition repose sur un jeu, un système de construction. C'est-à-dire que si on dit, je vais faire une lecture sur ces 7 chakras, je vais faire une lecture de tarot, une lecture d'un autre jeu, etc. On joue avec des structures, des cadres de fonctionnement qui vont permettre à notre cerveau d'appréhender une réalité. Alors, c'est intéressant, c'est pour ça que moi, je suis en train d'écrire un livre sur une typologie autour des chakras, parce que ce livre-là va vraiment permettre, je pense, en tout cas, à créer un cadre de fonctionnement pour permettre aux gens de pouvoir finalement faire un travail sur les états de conscience qui les animent en eux et qui animent leur partenaire ou l'entourage. Et pour moi, ça, c'est un langage, ça fait partie de cette notion de langage, c'est-à-dire que l'imaginaire est une langue qu'on ne sait pas parler.
Et puis moi, je cherche en tout cas à mettre en évidence un genre d'alphabet de ça. Et cette typologie-là est un peu les premiers prémices de ça. Il y aura d'autres projets qui sont derrière ça, qui vont nous permettre de mieux comprendre finalement comment parler cette langue-là. Je ne vois pas souvent dans les autres traditions chamaniques que le cœur est la porte pour voir ça. Ça vient de tes premiers enseignants. Le chamanisme, effectivement, ben là, je ne sais pas à quoi tu fais référence, ça me surprend ce que tu dis, mais en même temps, c'est vrai que quand j'ai sorti ma formation avec Ron Young et je me suis retrouvé dans les librairies pour aller plus loin, pour essayer de comprendre ce que j'avais vécu, parce que Ron n'expliquait que très peu de choses, je constatais que dans les livres, il y a beaucoup de théories, mais très peu d'expérientiel. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui vont vivre d'expérience, ils vont répéter ce que les autres ont dit. Ce qui fait que dans un livre, on va avoir l'impression de tout le temps retrouver le même filon, le même fil d'Ariane, qui est un fil d'Ariane qui n'est pas basé sur de l'expérience bien souvent. Alors, quand on parle, par exemple, des chakras, si on regarde des livres sur les chakras, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur les chakras, mais il y en a très peu qui ont été écrits avec une expertise véritable de ressenti, d'expérience vécue là, autour de ça. Donc, ce qui fait que ça devient très intellectuel. Et quand c'est très intellectuel, ben, quelque part, on perd quelque part les notions de base de la pratique. Et puis pour moi, dans le monde intuitif, les notions de base de la pratique sont vraiment très simples. Sauf qu'on est arrivé à les rendre complexes parce que quelque part, j'ai l'impression que ça permet de préserver une certaine forme d'autorité chez certaines personnes qui avaient peur peut-être de partager ça. Et c'est là, évidemment, qu'on a perdu à quelque part cette dimension humaine, je dirais, qui est associée au développement de l'intuition, parce que tout être humain a la capacité de le développer. Et ça, j'en suis évidemment convaincu. Ça fait plus de 25 ans que je pratique et j'ai eu les seules personnes qui ne sont pas parvenues à le développer, ce sont des gens qui ont des problématiques de conflits intérieurs trop importants et ne parvenaient tout simplement pas à faire du ménage en eux. C'était ça la principale problématique. Et le cœur, si tu parles donc de la région du cœur, ça, c'est vraiment une pratique qu'on va retrouver chez les guérisseurs. Tu vois, c'est intéressant parce que là, ce que tu me fais, c'est un peu un voyage dans plusieurs approches. Donc, la méditation yogique, la méditation chamanique, le chamanisme, la méditation bouddhiste, et là, on pourrait dire le monde des guérisseurs, qui est un autre monde que le chamanisme. Les guérisseurs, c'est un monde, finalement, parce que le chaman, lui, avait toutes les fonctions. Il vivait dans un village et il avait toutes les fonctions. Il était le maire, il était le guérisseur, il était le médecin, il était l'avocat. Il y avait vraiment, c'était un peu comme un chef du village, en fin de compte. Et puis, les guérisseurs, on retrouve beaucoup ça. Évidemment, Jésus est certainement un des guérisseurs les plus reconnus. Hein? Puis c'est sans doute là peut-être qu'on peut retrouver les racines du guérisseur versus le chaman, juste pour bien différencier. Et que le guérisseur, bien évidemment, guérit. Alors ça, c'est un autre aspect dont j'ai parlé tout à l'heure aussi. Et quand on commence à regarder la logique de toute la tradition des guérisseurs, en général, les guérisseurs vont parler du chakra du cœur pour soigner. C'est-à-dire qu'ils vont parler donc souvent d'un enracinement, qui est la base, et l'enracinement va permettre au niveau du chakra du cœur de capter une certaine énergie qui va permettre d'être redistribuée dans nos mains, et de nos mains, on va redistribuer ça vers un partenaire. Ce qui est intéressant, je le rappelle parce que c'est toujours important de le rappeler, c'est qu'un physicien qui s'appelle Pop a démontré que nous étions capables d'absorber la lumière par le fait, et ça pour moi, cette absorption-là lumineuse, je pense qu'on peut arriver à la développer d'une façon plus importante par le biais de la respiration, des techniques yogiques par exemple, par le biais de la pratique d'enracinement, et que toutes ces techniques-là, finalement, il y a la méditation, telles qu'on les retrouve dans le bouddhisme, dans le yoga, etc. Et que tout ça, finalement, va contribuer à nous permettre d'être un être de lumière. Et cet être de lumière-là, quand on est un guérisseur, ben, on devient un être de lumière qui va distribuer sa lumière vers un partenaire pour réharmoniser la lumière de cette personne-là. Donc, c'est ça un peu qui peut être intéressant de se rappeler. Le cœur nous permet de voir l'essentiel. Si on procède avec le troisième œil, par exemple, on peut se perdre dans notre ego ou nos peurs. Moi, je te dirais qu'il faut savoir qu'il y a une hiérarchie dans les chakras et que le cœur, finalement, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle qui va se développer aussi à travers la cohérence cardiaque, c'est-à-dire qu'on va développer une plus grande attention envers les uns, on va être plus attentif aux autres, on va être plus adaptable au niveau de notre cœur, on est plus ouvert. Donc, il y a quelque chose de très positif dans le développement du chakra du cœur. Et quand on commence à prendre conscience qu'on peut faire un travail intuitif, ben, le travail du cœur va beaucoup être géré par l'amour. L'amour, c'est cette capacité que j'ai de me connecter avec quelqu'un.
Maintenant, en quoi le cerveau, le troisième œil va être utilisé? C'est le rationnel. C'est ma capacité, OK, j'ai une intuition, ma capacité, mon cerveau de comprendre l'intuition, c'est beaucoup par le troisième œil que ça va se faire. Donc, c'est un équilibre entre les deux. Sauf que par contre, si moi, je suis, j'ai au niveau de mon chakra frontal, au niveau de mon troisième œil, j'ai des perturbations, ou au niveau de mon cœur, j'ai des perturbations, bien là, évidemment, ce que tu décris au niveau des go, des peurs, bon, va se manifester. C'est-à-dire que il n'y a pas de recette magique. Quelqu'un peut avoir un chakra du cœur qui est développé, mais s'il est dans l'ego, il va pas être pleinement développé, son cœur, comme il le devrait, parce que l'ego va venir colorer ça. Alors, il y a toujours le piège de l'ego dans quel que soit le développement autour des chakras. Mais le troisième œil est essentiel pour moi pour la compréhension. C'est-à-dire que quelqu'un qui est capable, il y a des gens qui sont très intuitifs, mais qui vont pouvoir dire ce qu'ils se perçoivent d'une façon intuitive, mais sans être en mesure de l'expliquer d'une façon élaborée. Alors qu'il y a des gens qui vont être capables de percevoir des choses et de donner une explication élaborée sur leur perception intuitive. Et pour moi, ça vient beaucoup chercher le troisième œil à ce moment-là. Donc, le troisième œil est un autre outil quand même intéressant dans cette grille des chakras. C'est pour ça que quand on parle du troisième œil, on fait référence à un savoir infini, alors que quand on est dans le cœur, ben, on est dans une relation d'amour. C'est là qu'on est dans le guérisseur, on est dans le don de soi, on va servir l'autre finalement, souvent aussi associé à cela. Donc, c'est ça un petit peu que j'avais à dire par rapport aux questions que tu peux avoir concernant cela. C'est certain que quand on parle maintenant de médiumnité, par exemple, si on pense à ces choses-là, une autre approche, hein, quand on regarde la médiumnité, quand on parle donc de le troisième œil, on parle plus de la clairvoyance, on va plus parler de la clairaudience, de la clairsentience. Quand on parle du médium, mais le médium, lui, finalement, va souvent parler du plexus solaire. Il va souvent parler du plexus solaire comme une zone de sensibilité qui va être développée chez lui. Alors, évidemment, les gens qui sont développés au niveau du plexus solaire, en général, ce sont des médiums qui vont capter énormément ce qui se passe chez des autres. Par exemple, ils rentrent dans une surface importante, un marché avec une grande surface, et ils vont capter les ressentis, les émotions des personnes autour d'eux. Ils ne vont pas être confortables parce que quelque part, ils n'ont pas appris justement à se mettre dans une position d'alignement. La position d'alignement, c'est au niveau du cœur que ça va se développer. La position d'alignement, c'est la position où mon cœur est une zone finalement qui est pleine de connexions nerveuses, est une zone de sensibilité. Et cette sensibilité-là, quand je suis capable et puis on sait maintenant que le cœur est relié à l'intelligence émotionnelle, cette intelligence émotionnelle qui me permet donc de développer dans mon cœur une flexibilité. Cette flexibilité me permet donc de pouvoir m'ajuster à la réalité. Alors que mon plexus solaire est une zone qui est associée typiquement au niveau des chakras à la dimension guerrière d'un être humain. Donc, le médium qui va se développer beaucoup au niveau du plexus solaire va être quelqu'un qui va beaucoup vibrer avec le combat. C'est ceux qui vont faire des exorcismes, c'est ceux qui vont vouloir se battre contre la magie noire, c'est ceux qui vont finalement toujours être en espèce de combat avec le monde extérieur, un peu comme la vision du bien et du mal. Un peu comme le Templier qui va finalement se battre contre les religions qui ne sont pas la sienne en se disant qu'ils veulent conquérir, permettre à Dieu de conquérir sur l'humanité. Alors, vous voyez, ce sont des guerres saintes, en quelque part. Donc, le plexus solaire va souvent générer des éléments comme de ce niveau-là. Et les médiums vont souvent, à cause de ça, à mon sens à moi, développer un regard du bien et du mal. Ils vont percevoir qu'il y a des identités négatives, des identités positives. Ils vont avoir cette espèce d'impression que des envoûtements, il y a plein de choses comme ça qui vont se faire. Tout ça n'est pas faux, hein? Mais évidemment, c'est toujours relié à la conscience de l'individu qui se trouve là. Quelqu'un qui se dit envoûté ou exorcisé, ce sont des gens, quelque part, qui ont donc une forme d'impuissance dans leur propre vie. Donc, quand on apprend justement à leur redonner leur puissance, à leur redonner le pouvoir, justement, ben à ce moment-là, ils vont se dégager de ces expériences-là. Alors, on comprend ici que toutes les expériences que l'on peut vivre au niveau humain sont des reflets, quelque part, de nos croyances, de notre façon de voir les choses. Et le médium va donc, lui, souvent développer cette habileté médiumnique parce qu'il a vécu un accident, parce qu'il est passé à travers le couloir de la mort, puis il est revenu, il était presque mort, puis il est revenu à la vie. Bon, c'est souvent associé à des accidents, à des trucs importants, des grandes crises que le médium va se développer. Et encore là, on ne parle pas de comment développer ça. Et puis moi, encore là, dans la pleine conscience intuitive, on met l'emphase sur la compréhension de comment peut-on développer ça. Et comment peut-on développer ça? C'est simplement en reconnaissant la mémoire. La mémoire, qu'est-ce que c'est? C'est que grâce à mon imaginaire, je peux générer une conscience à côté de moi. C'est-à-dire que moi, je peux générer une conscience à côté de moi qui va apparaître à côté de moi et avec laquelle je vais pouvoir discuter. Cette conscience-là, évidemment, je peux, selon mon niveau, ma volonté de me synthétiser à quelque chose d'une fréquence basse ou haute,
Je peux me relier donc à une conscience de mon enfance, de moi à l'âge de 5 ans, par exemple. Je peux me mettre en relation avec mon arrière-grand-père. Je peux me mettre en relation avec une mémoire d'autre vie, mais je peux de la même façon me mettre en relation avec un guide. Et je peux me mettre en relation avec ce que je veux, avec une personne décédée, de la même façon. Donc, vous voyez qu'à partir du moment qu'on comprend quelque part qu'il est possible de se dissocier, en fin de compte, d'une façon créative pour se relier à une source d'information qui est à côté de soi, bon, on peut le faire à volonté. Donc, c'est intéressant de bien comprendre ça aussi. Et c'est un autre mécanisme qui est mal compris, qui est la médiumnité. C'est un peu compliqué d'écrire, donc tu ne peux pas parler si je comprends bien. Généralement, on a tendance à penser que pour être clairvoyant, on doit utiliser le troisième œil. Avec la formation pleine conscience intuitive, je découvre que le cœur permet au troisième œil de voir avec amour, donc avec une force expansive positive dans quelques moments de la vie. Tout à fait, c'est ça un peu. Et la pleine conscience intuitive dit cela, et je te dirais quelque part que tous les grands écrits sur l'intuition vont dire la même chose. Tous les grands écrits, je dis tous les grands écrits parce que il y a beaucoup d'écrits sur l'intuition qui ne vont pas nécessairement mettre l'emphase sur cette compréhension-là quelque part. L'intuition, évidemment, elle s'enrichit par le troisième œil, mais elle passe par le cœur. Et le cœur, mais c'est toute cette intelligence émotionnelle qui fait que moi, je deviens sensible à moi-même et je deviens sensible aux autres. Et pour être intuitif, on doit être sensible aux autres. Donc, le cœur est un élément vraiment fondamental. Et avec le temps, ben, le troisième œil va se mettre en branle, pourrait-on dire, pour parvenir à comprendre de plus en plus de façon élaborée ce qui se passe dans ce qui est observé dans la situation X, Y ou Z que l'on peut chercher à manifester. Et puis, si on va un peu plus loin dans cette idée-là de médium, on peut parler de l'exorciseur. Qu'est-ce que c'est qu'un exorciseur? C'est quelqu'un, évidemment, qui, dans son plexus solaire, qui va plus générer cette notion de combat entre le bien et le mal et qui va partir du principe qu'une personne possédée est une personne qui est animée par une force du mal. Alors que moi, ce que je dis souvent, c'est que la force du mal présumée est en fait un être qui souffre. Alors, cet être qui souffre, mais si on se bat avec lui, bon, ben, il va se battre avec nous parce qu'il est dans une souffrance. Si on a l'impression quelque part qu'il est méchant, ben, on va lui attribuer, on va projeter sur lui de la méchanceté, donc lui va incarner la méchanceté. Donc, vous comprendrez ici qu'on crée notre réalité. Et c'est pour ça que c'est important la position de témoin. La position de témoin est fondamentale pour arriver justement à avoir une position juste face à ces différents rôles-là qui peuvent se manifester dans une pratique. Hein. On peut être exorciseur, on peut être médium, on peut être passeur d'âme. Passeur d'âme, qu'est-ce que c'est? C'est ma capacité justement à aider des personnes décédées à pouvoir donc quitter le monde des vivants. Donc encore là, dans la pleine conscience intuitive, c'est une possibilité de le faire, toujours avec la même technique, toujours la même approche, dans laquelle on va simplement reconnaître qu'il y a donc des personnes décédées qui peuvent avoir peur de quitter le monde terrestre, qui peuvent avoir des choses à régler en monde terrestre. Donc, on peut à ce moment-là, nous, faire un travail pour les aider à cheminer, à se libérer de ces expériences-là. Que penses-tu de l'extraction que pratiquent les chamans pour la guérison? Ben, c'est une technique finalement que ça j'ai appris en fin de compte, parce que l'extraction, il y a deux types d'extraction dont j'aimerais parler. La première, c'est celle qu'on retrouve en guérison. Tu parles du chamanisme, effectivement, il y a une technique d'extraction dans le chamanisme. Dans la technique dans les pratiques du chaman, il faut savoir qu'au début, le chaman travaillait avec des gens qui n'étaient pas tellement éduqués. Quand je dis pas éduqué, ça veut dire qu'ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passait dans le corps humain, etc. On remonte dans le temps aussi. Hein, donc, on n'avait pas une connaissance du corps physique comme on a aujourd'hui. Donc, les meilleurs moyens de soigner les gens, c'était à travers justement des pratiques de guérison chamanique. Et le chaman avait donc la possibilité aussi de faire de la prestigitation parce qu'il avait compris, le chaman, que l'effet placebo avait un rôle à jouer. Et on pouvait donc influencer la guérison en donnant l'impression aux personnes. Par exemple, le chaman avait développé des trucs de prestigitation pour que quand il faisait l'extraction, donc une véritable extraction énergétique, mais en même temps, il cherchait justement à enlever quelque chose et il avait un taux de prestigitation pour montrer à la personne qu'est-ce qu'il avait enlevé. Alors, il pouvait donc le montrer, la personne pouvait justement enregistrer qu'on venait de lui enlever quelque chose qui était le mal dont elle souffrait. Donc, souvent, ça permettait ça d'arriver à des niveaux de guérison très, très intéressants. Quand on parle d'extraction, l'extraction, quelque part, elle a deux raisons d'être particulièrement. La première, c'est dans le cas de quelqu'un qui est très malade. Par exemple, je donne un exemple. Moi, j'ai déjà vu des gens qui prenaient beaucoup de médication.
pour des raisons médicales. Alors, quand ils venaient me voir, des gens très faibles qui étaient atteints de maladies assez graves, quand je faisais des soins sur ces personnes-là, je constatais que leur corps, la seule chose qu'il avait envie, c'était de sortir plein de toxines qui étaient dans leur corps. Donc, le corps était intelligent et il avait compris, lui, qu'il était faible, puis il avait compris qu'il y avait plein de toxines parce que cette médication-là venait le surcharger. Donc, le travail d'extraction, dans ce cas-ci, ça va être un peu comme de libérer tous les surcharges, toutes les toxines qui sont du corps et à ce moment-là, de les envoyer vers la Terre. Ce qui est intéressant de se rappeler, c'est que quand on envoie ça vers la Terre, pourquoi on envoie ça vers la Terre? Parce que la planète Terre est pleine d'ions négatifs. Et qu'est-ce qu'on enlève du corps humain? C'est des charges positives, c'est de l'acidité. Alors, c'est intéressant de comprendre tous ces processus-là qui font qu'on arrive à comprendre que la guérison qu'on est en train d'amener chez une personne, c'est un travail, effectivement, où on va enlever donc les charges acides du corps humain et on va les envoyer vers la Terre pour que la planète Terre les récupère et les transforme en ions négatifs. Puis nous, quelque part, on va donc aider notre partenaire à retrouver sa lumière. Parce que plus on enlève cette acidité-là, plus on permet au corps de retrouver ses habiletés cellulaires à absorber et à remettre de la lumière. Puisque quand on est dans un monde plein d'acidité, les cellules ne sont pas en mesure de fonctionner optimalement pour absorber et remettre de la lumière. Donc, c'est tout ça des choses qui sont fort intéressantes qui permettent de mieux comprendre toutes les traditions anciennes, finalement, grâce à ce qui se passe actuellement dans le monde, dans cette nouveauté, en quelque part, qu'on retrouve dans le monde, face, donc, entre autres, à la physique quantique qui amène vraiment un autre modèle à ce niveau-là. Commentaire sur l'extraction des chamans. Extraire un mémoire limitatif sans en prendre conscience vraiment, ça me laisse perplexe. Oui, mais ça, moi, je vais t'expliquer, je vais même te faire part de mon expérience. Moi, j'avais été, dans mon tout premier stage en guérison, j'ai été exorcisé. Alors, exorcisme, ça se rapproche d'extraction. L'exorcisme, qu'est-ce que c'est? C'est que le guérisseur va se mettre au sommet de la tête de la personne, puis il va chercher à attirer dans ses mains l'entité en question, et ensuite va la faire passer dans son propre corps, puis ensuite va l'envoyer vers le ciel. C'est un peu le principe. Et ça, c'est un processus que moi, j'ai expérimenté. J'étais moi-même exorcisé et on ne m'a pas vraiment expliqué beaucoup ce qui s'était passé, pourquoi j'étais possédé, etc. On va l'expliquer, mais peu. Et puis moi, bon, ça m'a permis finalement, j'ai rien senti, en fait. J'ai rien ressenti. Par contre, ça ne veut pas dire que c'était rien passé. Mais j'ai rien senti spécial. Par contre, des gens me disaient que j'avais changé, que j'étais mieux, etc. Bon. Mais ce que je veux faire comprendre là-dedans, c'est que moi, j'ai vu beaucoup de gens par la suite qui se sont fait exorciser et qui me disaient, je ne sais pas quoi faire ensuite. Et ça, c'est là que c'est important, c'est que quand on fait un travail de l'exorcisme ou qu'on fait un travail d'extraction, parce que l'extraction, quelque part, c'est bien beau avec quelque chose, mais c'est un peu comme un médecin. Le médecin, il vient me voir, je vais voir un médecin, le médecin va me dire, je vais t'opérer, puis évidemment, OK, je vais opérer moi, puis on m'opère, puis après ça, je m'en vais, puis je suis guéri. C'est un peu le même principe, à quelque part, qu'on y pense. Donc, le chamanisme, le chaman qui travaille de cette façon-là, un peu à l'aveugle, je dirais, pour moi, enlève une information importante à son client. C'est-à-dire que le client doit participer à sa guérison. Et d'ailleurs, il y a même un monsieur au Québec, Ghislain Devreux, il me semble, qui enseignait à Sherbrooke, qui était un chirurgien, qui faisait de la chirurgie. Il me semble que c'était la chirurgie de l'estomac. Et lui, il disait systématiquement qu'il n'opérait jamais sans préparer son patient. Préparer son patient, ça veut dire quoi? Ça veut dire de s'assurer que le patient avait des bonnes excuses. C'est-à-dire de s'assurer à quelque part que l'opération était la seule voie possible pour amener un musée chez cette personne-là. De l'amener à se préparer à travers des visualisations, à travers donc du dessin, etc. Donc, il y avait plein de moyens pour amener son patient à se sentir prêt à l'opération. Puis quand le patient était prêt, c'est là qu'il opérait. C'est intéressant parce que c'est pas tous les médecins qui font ça, mais c'est pour mettre en évidence qu'il y a tout actuellement, on est en train il y a un changement dans le monde qui est en train de se faire au niveau du paradigme de la santé. Il va prendre beaucoup d'années encore pour pouvoir arriver à prendre forme vraiment. Mais ce paradigme-là qui est en train de changer nous met en contact vraiment avec une relation entre les neurosciences. Les neurosciences, c'est beaucoup le cerveau et notre imaginaire, notre relation avec notre imaginaire qui, lui, nous permet de voyager en état de soi. Et puis, évidemment, l'épigénétique qui nous fait comprendre que les gènes peuvent se transformer. Et puis, en plus, donc, la physique quantique, la thérapie quantique, la médecine quantique qui nous met en contact avec l'idée qu'on n'est pas simplement fait de chair et d'os. Donc, tous ces mouvements-là, quelque part, ces courants-là, sont quelque part en train de se réunifier les uns avec les autres et vont générer quelque part un changement de paradigme assez important au niveau
de la santé et c'est très bien. Moi, je suis plutôt content de ça. Alors, donc, pour extraire une mémoire limitative, bien évidemment, c'est un peu le phénomène de l'exorcisme dont tu parles, Robert. Puis, évidemment, si on le fait sans expliquer à la personne pourquoi cette mémoire-là, elle est là, pourquoi l'entité, en quelque sorte, se trouve dans le corps d'une personne et qu'on ne l'explique pas, puis on l'enlève sans lui expliquer qu'est-ce qui se passe après, bien, on n'est pas en train de l'accompagner. On est en train simplement de s'approprier un certain pouvoir et de lui dire, ben voilà, j'ai enlevé ça, j'ai enlevé ça, j'ai enlevé ça, c'est beau maintenant, au revoir, bonne chance. Et quand on explique le processus, on est en train d'accompagner la personne, de la prendre par la main et de lui enseigner pourquoi on l'enlève, d'une part, et ensuite, qu'est-ce que ça fait quand on l'a enlevé, cette énergie-là, qu'est-ce que cette personne devient. Et c'est là qu'on parle du potentiel évolutif ou expansif. Le potentiel expansif, c'est le potentiel qui fait que j'évolue, que je progresse, que je suis en cheminement puis en développement dans ma vie. Et plus on identifie ce potentiel expansif-là, plus on aide notre partenaire à identifier ce qui est quoi le chemin qu'il a à suivre pour atteindre un mieux-être. J'ai un petit jeu. Pourrais-je te montrer un objet africain et me dire ce qu'il porte? Oui, tu peux bien sûr le faire. On peut faire ça, oui. Je ne sais pas si tu m'entends, mais voici. Ah oui, c'est un bel objet. OK. Là, je vais te dire qu'est-ce que je perçois de cet objet-là, puis on va ensuite regarder. Mais la première chose que j'observe, c'est vraiment la guerre. Tu vois, il y a quelque chose là-dedans, il y a une forme de violence dans cet objet-là, parce que quelque part, il y a ce qu'on peut appeler la coupure, la séparation. Tu vois, c'est comme ça que je le perçois. Comme si l'information de cet objet-là était porteur de ça, tu vois. Puis si on déprogramme maintenant, c'est tout, tu vois, cette forme de violence dont je parlais tantôt, quand on déprogramme, ce qu'on voit, c'est quelque part le sentiment d'abandon, le sentiment d'être abandonné, d'être rejeté, qu'on nous a laissé tomber. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est présent. Et puis quand on déprogramme de nouveau ça, c'est le désinvestissement. Tu vois, le désinvestissement, c'est que autant au début, il y avait la guerre. Ensuite, il y a eu donc cette forme de retrait, donc de reconnaissance d'avoir été abandonné, rejeté, etc. Et là, le retrait, c'est un peu quelque part, ben, je me désiste. Je me désiste finalement dans la notion d'investissement, tu vois. Et ça veut dire quoi? Ça veut donc dire quelque part que si je me désinvestis, je dois renouer contact avec une volonté que j'ai maintenant de me tenir debout pour être capable de poser un regard sur ma vie, mais un regard qui est différent de ce que je viens de parler, c'est-à-dire le côté guerrier, le côté tristesse, d'abandon, etc. Le désistement, ben, quelque part, quand je me retrouve dans une position où je me retire de tout ça, ben, je suis obligé de porter un regard sur quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose-là de nouveau ben, me fait voir un peu comme un soleil, tu vois, un soleil devant moi, avec une mer très calme, un coucher de soleil, donc quelque chose de très apaisant et de très harmonieux là-dedans. Et c'est là qu'on se rend compte, à quelque part, que dans cet état de calme, de tranquillité, il y a une forme on pourrait parler comme ceci, de libération. La libération, c'est que tout est possible à partir du moment où il y a quelque part cet élan de calme, de tranquillité, d'harmonie à l'intérieur de soi, mais tout devient possible et on peut réinventer notre vie à ce moment-là, tu vois. Et par rapport à ta question, crois-tu qu'il a une signification dans ma vie? C'est clair qu'il y a une signification dans ta vie. Ce que je viens de te décrire, possiblement, quelque part, pourrait finalement correspondre aussi à une expression en partie de ta personne, hein, dans le sens que on peut voir ça comme ceci, c'est le combat, quelque part, c'est je me bats pour être accepté, je me bats pour être en harmonie, je me bats pour essayer de me faire aimer, je me bats pour essayer de trouver un équilibre dans ma vie. Tu vois, il y a une espèce de notion de guerrière là-dedans qui fait que ma vie est un combat et je dois toujours finalement arriver à me faire valoir quelque part que ce combat-là mérite d'exister. Tu vois, c'est comme si on devait vivre là-dedans et que quand le combat n'était plus, on se retrouve dans cette forme de sentiment de rejet où on a l'impression quelque part d'être isolé, on prend un recul, on se désiste de ça, parce qu'à quelque part, on n'a plus envie
de vivre cette situation-là. Et c'est là que ça nous permet de relancer un nouvel égard, un nouvel élan, un nouvel cheminement. Et moi, je te dirais que cet objet-là, quelque part, est peut-être un objet qui peut t'inviter justement à comme devenir comme un symbole, en fin de compte, pour te donner l'opportunité de créer ta vie telle que tu la souhaites, telle que tu la veux. Donc, une occasion pour te donner l'opportunité de prendre un papier et un crayon, puis de commencer à te dire de quelle façon que moi, ma vie pourrait être exprimée aujourd'hui, de quelle façon j'aurais envie de l'exprimer, tu vois. Et cet objet-là, ce que je sens, c'est que lui, il ne peut pas t'aider. Parce que cet objet-là n'a pas été programmé pour te donner un devenir. Il t'a juste, c'est un peu comme s'il appartenait à ton passé, puis il n'était pas programmé pour ton devenir. Donc, c'est un objet, quelque part, qu'on pourrait dire usé, entre guillemets, dans le sens que son énergie qu'il pouvait t'apporter est une énergie ancienne. Et qu'à partir du moment que toi, tu te donnes l'opportunité de t'investir dans ta propre conscience, dans ta propre volonté de te projeter dans ton énergie, cet objet-là, quelque part, peut être à ce moment-là déguisé. Déguisé dans le sens que tu t'investis. Je te donne un exemple, peinturer l'objet, lui mettre un chapeau. Tu vois, c'est comme l'investir d'une nouvelle intention qui correspond à l'intention que toi, tu es en train d'amener dans ta propre vie. Tu vois, parce que j'ai l'impression que cet objet-là a besoin d'être recréé, réinventé finalement, parce que la charge émotionnelle qui est dedans est une charge qui appartient à ton passé. C'est un petit peu ce que je te dirais par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y a des commentaires, des questions concernant ce petit jeu, hein, comme tu l'as appelé. Oui. Est-ce que tu m'entends? Tu ne m'entends pas, hein? Non, je ne t'entends pas. OK. Autant le son, ça va être activé quand je regarde ta caméra. Bon, ben... Évidemment, cette lecture intuitive des objets, c'est intéressant. Souvent, les objets se chargent d'émotions, d'informations. Donc, que ce soit un bijou à quelque part qui nous a été donné, ben, ce bijou-là, effectivement, porte une charge émotionnelle, porte une conscience. Alors, tous les objets qui sont dans la maison portent une conscience. On pourrait s'amuser à faire des lectures de cet ordre-là. Et l'idée là-dedans, ben, évidemment, quand on dit, des fois on le dit, hein, dans une maison, ben, il faut faire un ménage, il faut changer les lieux, se libérer des objets qui sont anciens, qu'on ne veut plus avoir. Vous voyez, c'est tout ça, quelque part, représente finalement une libération mémorielle aussi de nos charges émotionnelles associées au passé. Donc, ça peut être intéressant aussi de faire ce genre de travail-là également. C'est un objet, ça aussi? Ah, OK, c'est une genre de pierre. Oui, ben... Ce que je sens, c'est très différent de l'énergie de cet objet-là, parce que lui, il semble être un peu comme l'image d'une feuille, tu vois, une feuille qui est très, très douce et qui est très pudique, tu vois. C'est comme, il y a quelque chose de très féminin dans ça, alors que c'est une pointe de flèche amérindienne, mais je sens quelque part quelque chose de très féminin dans cette pointe-là, un peu comme quelque chose qui doit être utilisé que lorsqu'elle doit être utilisée, c'est-à-dire qu'on doit l'utiliser seulement dans des situations très particulières, comme si on était obligé de le faire, et que sinon, on va comme honorer cette flèche-là comme un objet de protection, pourrait-on dire, qu'on va utiliser vraiment que dans des cas ultimes, dans lesquels on est obligé de l'utiliser. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui représente une forme de protection dans ton cas. C'est un objet de plus de protection. Parce que quelque part, il vient comme amener au niveau de ton cœur comme une forme de tendresse. Et ça peut être un objet qui pourrait être utilisé d'ailleurs même pour mettre sur son cœur, faire des méditations avec cet objet-là. Ça pourrait être une façon de te relier justement avec les vertus de ton cœur, dans lesquelles tu reconnais justement que ce que tu as envie de développer, toi, dans ta vie, pour moi, le futur que tu as envie de développer, c'est un futur dans lequel cette douceur-là doit être présente. Tu as envie qu'elle soit présente, tu as envie de lui donner de l'importance, tu as envie de lui donner de la valeur, tu as envie quelque part dorénavant que cette douceur que tu as en toi, que tu puisses l'exprimer d'une façon de plus en plus naturelle, de plus en plus régulièrement. Et c'est ça que je sens que tu as envie de développer dorénavant.
Ce sont deux objets qui sont apparus dans ma vie, mais en tout cas, celui-ci est plus actuel que le premier. Le premier, comme je dirais, c'est que si tu veux le conserver, mais ce serait de le réinventer, de l'habiller, pourrait-on dire, pour lui donner finalement, lui donner une présentation de ce que tu es en train de devenir, qu'il devienne quelque part une certaine forme qui incarne quelque part le changement, qui incarne ce que tu es en train de devenir. Celui-ci est plus quelque chose qui appartient à quelque chose qui est plus actuel pour moi, puisque c'est un objet qui pourrait t'aider également dans ta démarche. Alors, t'aider, évidemment, il faut s'entendre, hein, t'aider, c'est le sens que ça peut être un élément un soutien, un stimulant aussi pour la méditation, etc. Ça sera à toi de l'expérimenter et de voir de quelle façon que cet objet-là peut être utilisé. Moi, vous savez que j'ai beaucoup utilisé les produits de cuivre. J'ai écrit un livre qui s'appelle Une santé de cuivre. J'ai constaté que l'argent pouvait être très intéressant, l'or pouvait être très intéressant en termes de matière pour l'impact sur le corps humain. Les pierres, toute la lithothérapie, c'est très intéressant. C'est toutes des choses finalement qui méritent aussi de porter attention. Mais encore une fois, on doit reconnaître la réalité de l'objet, mais on doit aussi être capable de développer la pleine conscience intuitive pour être capable de comprendre l'objet en lui-même. Ça, je trouve ça toujours intéressant de pouvoir marier les deux. La connaissance de la lithothérapie qui explique que dans les pierres, il y a des métaux. Il faut savoir que pour chaque pierre, il y a des métaux. Donc, chaque pierre qu'on va utiliser a une composition de métaux qui vont donc avoir un certain rayonnement électromagnétique. Et ce rayonnement électromagnétique-là va avoir une influence sur notre corps humain. C'est pourquoi que la lithothérapie peut donc avoir un impact sur notre corps humain. Et ça peut être donc intéressant d'utiliser en sachant que la pierre qui est sur notre peau, ben, elle a donc un échange électromagnétique qu'elle effectue avec notre corps qui peut donc avoir des modifications, favoriser les transformations. Alors, c'est ça qui peut être intéressant. Il faut donc évidemment reconnaître que la pierre, donc, il faut savoir quelle est son utilité à travers la tradition. Puis il faut maintenant regarder d'un point de vue intuitif, en quoi elle peut nous être utile aussi. C'est toujours, pour moi, l'aspect intuition et raison sont deux éléments importants. On vient dans le monde terrestre, donc on doit regarder la réalité objective du monde terrestre, mais on doit également aussi porter notre attention vers son monde intérieur, qui est moins un monde terrestre, qui est en fait un monde même subtil, que la physique quantique est en train de nommer progressivement, qui nous reconnaît quelque part qu'il y a une réalité qui est parallèle à la nôtre, qui n'est pas visible à nos yeux, mais qui existe quand même. Et cette réalité-là, ben, quelque part, quand on commence à la découvrir, ben, elle nous relie à l'objet, à la matière, puis à donner un sens à la matière et à donner un sens à notre existence. C'est une expérience spirituelle qu'on effectue à travers ça, et ça peut être intéressant de se le rappeler également. Donc, est-ce que tu aurais d'autres choses, Robert, ou d'autres personnes qui seraient présentes, qui auraient des questions, des commentaires qu'ils voudraient me faire avant qu'on termine? C'est beau? Oui. Mais écoutez, ce petit webinaire-là, donc, je vais donc le terminer. Je pense que c'est assez complet. Et puis, évidemment, pour ceux qui ont envie de me communiquer avec moi, que ce soit par mail ou d'autres façons, mais vous pouvez le faire en tout temps. C'est des questions, même des questions que vous aimeriez me poser, que je pourrais donc répondre à travers les webinaires. Ça me fera plaisir de le faire, donc n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vais vous souhaiter donc une très belle fin du mois d'avril et un très beau début de mai. Et comme d'habitude, ben, au mois de mai, je vais donc faire des invitations pour une conférence, un webinaire et d'autres petites choses qui vont être présentes également. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.